Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très impressionné par ce qui vient d'être dit de ma personne et j'espère que je serai à l'auteur dans ce que j'ai à vous présenter. Alors si vous me permettez, je voudrais faire un préambule qui me servira aussi de conclusion sur cette conférence, puisqu'en fait je pourrais considérer que je n'ai pas la compétence de parler d'histoire de l'architecture, car je ne suis pas historien de l'architecture. Je ne suis pas non plus architecte du patrimoine, donc je pourrais considérer que je n'ai pas la compétence pour parler précisément, scientifiquement, on va dire, du patrimoine. Et donc, je voulais faire cette conférence parce qu'en fait, elle m'a accompagné dans mon enseignement pendant à peu près une quinzaine d'années à l'école d'architecture. Et il me semble important de dire pourquoi. En fait, je m'étais rendu compte que les étudiants considéraient, grâce à leurs machines, que la Terre était plate. Et j'avais eu un peu de peine à leur expliquer que d'abord elle était ronde et que par ailleurs les plans sur la Terre n'existaient pas. Il n'existe pas de surface plane sur la Terre, hors celle que les hommes fabriquent. Et donc la difficulté, c'était de faire un projet sur des choses qui sont généralement en pente. Et j'avais trouvé qu'à Lyon, il y avait un truc très très bien pour parler de la pente. C'est les pentes de la Croix-Rousse. Et donc il y a eu des générations comme ça d'étudiants, ça se passait en licence 2, qui se sont confrontés au problème de la pente et se rendent compte que simplement quand on raccorde un immeuble qui ne fait que 10, 15, 20 mètres de façade, eh bien entre un premier angle et le deuxième, il y a un problème parce que le terrain a bougé évidemment. Donc ça, c'était la première idée qui m'avait poussé à réfléchir, à essayer de mettre un peu en ordre ce que j'avais glané de ci, de là, d'informations sur la Croix-Rousse, en tous les cas sur son histoire. Puis il y avait un deuxième élément, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que les architectes empruntaient un vocabulaire extrêmement important au tissage. Les architectes parlent très souvent de tissu urbain. Donc je me suis dit, il y a quelque chose là derrière qui est intéressant. Cette activité qui consiste à croiser les fils, que font les architectes quand ils parlent de tissu urbain? Il y avait un autre élément intéressant, c'est que pour les architectes, le fait de parler de trame peuvent les amener à parler aussi de structure et se rendre compte que croiser des lignes peut permettre d'être extrêmement efficace pour produire des bâtiments et en même temps, c'est un système qui permet de l'ordonner, de l'organiser. Et donc, je me disais, là derrière, il y a quelque chose qui me semble important de mettre en avant pour voir ce qu'on peut en tirer en termes de leçons pour des futurs architectes, en tous les cas sur la pensée de l'espace. Puis il y avait un autre élément qui me semblait important, c'est que en fait, le tissage, on travaillait à la chaîne, puisque la chaîne, c'est un mot qui vient du tissage. Et donc, cette profession, cette production, cette histoire du tissage a donné des choses que l'on peut considérer comme assez terribles dans le travail des hommes, ce travail à la chaîne. Et puis un dernier point qui m'a semblé alors encore plus important, vous avez tous entendu parler il y a quelque temps du projet de fermeture du musée des tissus et des arts décoratifs. Et alors là, j'avoue que je n'ai plus compris. Pourquoi? Parce que la ville de Lyon doit tout au tissage. C'est-à-dire, je suis persuadé, mais c'est très facile à démontrer, on ne passera pas la soirée là-dessus, bien entendu, c'est que Lyon ne serait pas ce qu'elle est en tant que ville construite économique s'il n'y avait pas eu le tissage. Tout vient du tissage. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, quand il y a eu l'explosion donc, des constructions sur les pentes de la Croix-Rousse, on dénotait à peu près une centaine de métiers qui tournaient autour des tisseurs. Et ce qu'il y avait de très très intéressant, c'est qu'on parle des tisseurs, on parle du soyeux, du marchand, on va jusque, bien entendu, aux ouvriers de la soie en parlant bien sûr des canuts, mais on oublie tous les métiers qui étaient autour. Et entre autres, par exemple, des serruriers. J'ai découvert ainsi que par îlot, on avait un serrurier qui était pratiquement affilié à l'îlot où travaillaient les tisseurs pour s'occuper des métiers. C'est-à-dire pour les entretenir, les améliorer, les rendre plus rentables, etc., etc. Et quand il y a eu évidemment la déprise totale de la production de la soie à Lyon, vous imaginez bien que ces gens-là se sont reconvertis. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'intelligence de développer
leur métier traditionnel dans des métiers nouveaux. Alors, si vous permettez que je regarde mes notes, hein, c'est qu'à partir de là, eh bien, on va trouver des fleurons de l'industrie nationale, voire internationale. Ça commencera par les usines qui ont fait de la soie artificielle. Donc, le carré de soie dont on parle en tant qu'opération aujourd'hui d'urbanisme importante, c'est des usines TAS, c'est-à-dire textiles artificiels du Sud-Est, qui vont se faire parce qu'on a construit un barrage jusqu'à côté, le barrage de QC, lequel barrage de QC, jusqu'à si peu de temps, était le plus grand barrage hydroélectrique urbain du monde. Rien que ça. Et qui avait été construit, évidemment, pour produire de l'électricité pour la nouvelle industrie naissante. Avec le détail, c'est qu'on n'imaginait pas le caractère facile de l'électricité, c'est qu'on peut transporter l'électricité. Et donc, par exemple, les usines comme TAS se sont installées à côté de l'usine. Comme autrefois, on se mettait à côté de l'eau pour évidemment faire tourner les machines. Et puis, la mécanique fait que fin 19e, début 20e siècle, il y avait 200 métiers qui fabriquaient les voitures à Lyon. Il en reste des beaux fleurons, hein, comme Berlier. On sait l'histoire de Berlier, l'importance de Berlier dans l'industrie automobile, y compris d'ailleurs dans les 2 dernières guerres. Et puis, vous avez tout le travail qui s'est fait sur la chimie, avec ce que l'on connaît aujourd'hui de la ville de Lyon, avec la chimie qui s'étend jusqu'à la Suisse. Hein, si on fait référence à Péchinet, Progil, Rodiacétate, Ochem, Rhône-Mérieux, Ciba-Gégy, qui sont toutes des entreprises qui doivent leur existence et donc les emplois qu'elles produisent à cette histoire du tissage. Donc ça m'a semblé un élément extrêmement intéressant. Puis le dernier élément que j'avais mis un petit peu en exergue dans la présentation de cette conférence, c'est qu'en fait, ce quartier de la fabrique, quand il s'est mis en place sur les pentes de la Croix-Rousse, il s'est fait très très rapidement, avec une densité assez folle, je en parlerai un peu plus loin. Et en fait, cette construction extrêmement rapide, on pourrait dire construction un peu sauvage en termes d'urbanisme, en termes de construction, comment se fait-il qu'elle soit restée? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on ne l'ait pas démolie? Il y a eu une tentative, hein, quand on a lâché quelques bulldozers malencontreusement en haut de la Grande Côte, mais en réalité, la plupart du patrimoine est resté. Et aujourd'hui, on est très heureux, quand je dis on, les habitants comme les touristes, de venir visiter ce quartier. Il y a un travail qui a été fait par l'agence d'urbanisme au niveau de la ZPPUP des Pentes et aujourd'hui de la VAP qui le concerne, qui montre ses qualités. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'on ait habité dans ce quartier et qu'on n'ait pas fait subir, par exemple, à ces immeubles industriels, car l'essentiel de ce bâti, ce sont des immeubles industriels, ce qui est arrivé aux immeubles extraordinaires de style Chicago qui existaient sur Villeurbanne. Pour les avoir rencontrés, puisque j'habitais sur Villeurbanne, les souvenirs me revenant, c'est d'avoir vu un patrimoine extrêmement intéressant d'usines verticales, avec des volumes bien sûr et une architecture assez intéressante. Donc tout ça m'avait poussé à imaginer de pouvoir parler de ce quartier à travers son histoire et sa fabrique. Ce petit dessin pour se souvenir quand même que Lyon est une ville extraordinaire par sa situation géographique. C'est-à-dire qu'une situation rare de confluence, donc un fleuve et une rivière qui se rencontrent. Donc tout ce que ça peut donner en termes d'approvisionnement en matériaux, en termes de navigation, en termes de couleurs, bien entendu, avec un paysage de collines, et donc immédiatement des habitats différents et qui permettent une variété de typologies extrêmement intéressantes. Et puis l'eau qui est à proximité, puisqu'on va utiliser les eaux de nappe ou les eaux souterraines pratiquement jusqu'au début du XXe siècle à Lyon pour nourrir la population. C'est-à-dire une situation absolument extraordinaire dans la géographie nationale qui fait que cette ville va perdurer, puisque c'est une ville qui aujourd'hui a plus de 2000 ans, avec des conséquences assez intéressantes, c'est qu'il y a eu historiquement des éléments bloquants. Sur le dessin de gauche, je vous montre un plan de 1350 qui montrait ce qu'on appelait à l'époque la cité de l'évêque, avant que le pouvoir passe entre les mains d'un pouvoir civil, qui est complètement bloqué sous la colline de Fourvière. On imagine la difficulté de l'extension de cette petite ville quand on sait ce qu'il y a derrière. Il y a la colline avec des pentes assez importantes, mais il y a aussi des monuments assez conséquents qui ont pu certainement servir de carrière, mais aussi d'une telle taille que leur présence même a certainement bloqué l'extension de la ville de ce côté-là. Et donc on va passer de l'autre côté de la Saône pour commencer à trouver
de l'espace. Et on va aussi se confronter à quelque chose d'assez incroyable, c'est que Lyon est bloqué dans le royaume de France contre, et on le voit ici sur le duché de Savoie, la Provence qui arrive jusqu'en dessous et le Dauphiné. C'est-à-dire que c'est aussi une ville frontière. Et donc elle tire des revenus de cette situation-là. C'est-à-dire que c'est une ville qui est coincée, qui est défendue d'ailleurs par le Rhône, qui est un fleuve extrêmement compliqué à traverser. Lyon va mettre pratiquement 5 siècles pour pérenniser ses ponts. Mais cette situation de défense, en même temps, lui donne ce rôle de carrefour commercial et donc va attirer aussi très tôt des gens qui vont s'installer, évidemment, pour commercer, et entre autres des banquiers italiens qui vont s'installer sur ce territoire. Je vous montre aussi ce petit plan scénographique parce qu'entre les deux plans, en fait, il y a un personnage dont on ne parle jamais quand on parle de la fabrique. C'est Louis XI. Lequel Louis XI qui a une mauvaise réputation, puisque je dirais qu'il a été assez sévère avec les gens qui s'opposaient à son pouvoir. On lui doit quand même d'avoir terminé la guerre de 100 ans et d'avoir pratiquement reconstitué le royaume de France et surtout d'avoir pu régler les problèmes avec la Bourgogne et évidemment avec la Savoie, c'est-à-dire de faire de la France un pays beaucoup plus vaste et de le calmer. Et c'est le premier à avoir donné à Lyon des lettres de commande pour fabriquer de la soie. Dans l'histoire de la fabrique, on reste généralement bloqué sur le 19e, d'ailleurs moi le premier, puisque c'est de ça dont je vais vous parler essentiellement, mais cette histoire, elle commence avec Louis XI. Ça veut dire que très tôt, on va trouver des gens qui vont commencer à tisser. Et on les trouve sur la presqu'île, il y a déjà des tisseurs qui s'installent pour fabriquer la soie. Et l'élément important que va faire Louis XI, c'est le rattachement du franc lyonnais à Lyon. Le franc lyonnais touche Lyon, par exemple le plateau de la Croix-Rousse est dans le franc lyonnais. Et donc on est dans cette ville de frontière. Pour la ville, pour les édiles locaux, c'est très difficile d'imaginer l'extension de la ville bloquée ainsi. Le fait de rattacher le franc lyonnais à la France va donner des idées, évidemment, va commencer à donner des idées aux édiles pour imaginer l'extension, l'organisation de la cité. Parce qu'on a commencé à remblayer vers la confluence, c'est-à-dire qu'on a commencé, bien sûr, à pousser la confluence. Il faut trouver des terres, donc on pousse. Mais essentiellement sur la presqu'île, on le voit un peu sur ce plan, même s'il est difficile à lire de votre... Là, c'est le passage d'Hétéro que certains considèrent comme un canal qui relie les deux fleuves, qui était une sorte de défense. Et puis on voit les premières fortifications en haut sur le plateau. Et la presqu'île commence à s'organiser. C'est un tissu essentiellement médiéval, un tissu en lanière, quelque chose d'assez dense, d'assez étroit. On a un deuxième personnage qui intervient, c'est François Ier. François Ier, vous le savez aussi bien que moi, a eu quelques problèmes avec l'Italie. Et entre autres, il va faire venir des artistes italiens sur la France et va surtout donner à Lyon sa première manufacture de soie. C'est-à-dire qu'il va considérer que Lyon va avoir, par sa position, cette exclusivité sur la fabrication des étoffes de soie. Et donc, cette installation de cette espèce de monopole de la fabrique de soie va enclencher un deuxième mouvement beaucoup plus sûr que le travail de Louis XI, c'est-à-dire qu'on va commencer effectivement à produire de la soie d'une façon assez conséquente. Alors, par quoi est occupée les pentes de la Croix-Rousse à cette époque-là ? Alors, à cette époque, on trouve sur ces pentes, en fait, des vignes. On trouve des petites maisons des champs. On trouve de belles maisons de plaisance qu'on commence à voir à proximité. C'est-à-dire que ce n'est pas encore l'idée d'aller plus loin, comme on ira plus tard à Grigny ou dans le franc lyonnais s'installer avec des maisons de plaisance, des maisons des champs. On les trouve à proximité de la ville. On peut considérer qu'on est presque hors les murs sur ces pentes. Il y a un autre avantage évident, c'est que c'est une très belle situation. On est plein sud. Il y a de l'air, à la différence de la ville complètement engoncée, en partie basse. Et puis on peut avoir ici des espaces extrêmement importants. Et on trouve évidemment ces installations qui sont des installations résidentielles assez agréables pour vivre à proximité de Lyon. Cette photo, évidemment, c'est la maison de la Belle Allemande. C'est une photo de la collection Jules qu'on trouve à la bibliothèque municipale. Mais par exemple, j'avais pris à l'époque cette photo où je suis presque persuadé que c'est une ancienne ferme
même si elle n'en a évidemment plus l'usage. On voit à côté, je pense que c'est la tour de ventilation du tunnel de la Croix-Rousse. En tous les cas, dans sa forme, pour avoir travaillé sur le sujet, c'était une ferme installée sur ces pentes. Et puis, il va y avoir un phénomène extrêmement important. C'est aussi les événements politiques, c'est l'histoire qui rentre en jeu. C'est la volonté de la royauté de réinstaller dans les villes des couvents, des monastères, pour installer de manière ferme, je dirais, et définitive, la prégnance de l'Église catholique en France, dans le royaume. Les guerres de religion sont passées, avec leur malheur, leur destruction, et ça se traduit par la consécration de l'Église catholique. Et la politique du roi a été d'installer dans toutes les grandes villes de France des monastères, pour reprendre la main, si j'ose dire, éduquer, bien entendu, et puis faire en sorte que la population soit élevée dans cette foi chrétienne catholique. À Lyon, il y a des problèmes, il n'y a pas de place, puisque la place est prise sur la rive droite de la Saône, dans l'ancien quartier de l'Évêque. Sur la presqu'île, elle est aussi assez pleine de bâtiments de commerce, de bâtiments aussi de tissage. Donc restent les pentes. Et donc, dans les lieux qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas habités par des maisons de plaisance, on va y installer des couvents. Et là, ces couvents, évidemment, c'est très intéressant à en connaître à la fois la forme, la morphologie et l'histoire, puisqu'on va se rendre compte que c'est à travers ces clos que l'installation du bâti de la Croix-Rousse, des pentes de la Croix-Rousse, va s'installer. Évidemment, ils ont pratiquement tous disparu, à part quelques-uns comme celui-ci, qui est sur la montée des Carmélites, qu'on voit donc de manière juste en face du Jardin des Plantes. La plupart ont disparu, puisque le phénomène qui va suivre cet élément-là, ça va être la Révolution. Alors, on les appelle des clos ou des closeries, parce qu'en fait, ces monastères sont à l'intérieur de très très grands murs, des murs assez conséquents qui les enferment. Ce sont des lieux de prière et de silence, et donc ils sont abrités. Et ce premier mur, moi je trouve très intéressant parce que, architecturalement parlant, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Vous voyez, j'ai volontairement mis à côté un autre mur que vous avez peut-être déjà tous repéré, qui est le mur de l'église de Vèze, l'église américaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est vers la gare de Vèze, qui est un très bel édifice, avec un appareillage très, très savant du mur. Vous voyez, on peut, sans abus, montrer comment un architecte bâtiment conventuel pour cette église a utilisé ce principe, là aussi, de trame. C'est-à-dire que quand vous regardez ces murs maçonnés, c'est des murs soignés, c'est des murs de maçon, c'est des murs montés. Il y a à la fois un aspect plastique, il y a un aspect très fort, c'est-à-dire que c'est une pression énorme sur l'espace par sa masse, par la qualité de son matériau, et en même temps, évidemment, c'est une image très forte en termes de dessin d'architecture. Et ce que l'on va évidemment retrouver de façon extrêmement importante, ça va être l'installation des canuts. C'est-à-dire qu'ici, on va très rapidement se retrouver avec la nécessité d'installer ce que l'on a appelé plus tard les métiers jacquards, qui au départ, évidemment, ne sont pas aussi automatiques que l'a inventé Jacquard, mais qui sont des métiers que l'on va essayer de mettre de façon massive sur les pentes pour produire cette soie, puisque la Révolution ayant, comment dirais-je, fermé les clos et vendu ces clos comme bien national, eh bien, la réponse de l'économie de la construction va être de construire des lieux pour produire de la soie, et donc des ateliers, et évidemment en construire le maximum sur le minimum d'espace, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la densité, sur la hauteur, pour pouvoir installer tous ces métiers. Alors, ces photos sont tirées je les ai prises dans un atelier qui fonctionne aujourd'hui, qui est un monument historique, c'est l'atelier de M. Matelon, qui est extrêmement intéressant parce qu'on a encore ces métiers traditionnels. La première fois que je les ai vus, j'ai été extrêmement surpris par le remplissage de l'espace. Quand on voit certains dessins ou quand on voit les maquettes qui sont faites dans les petits musées, le métier à tisser est assez seul. En réalité, le nombre est varié entre 3 et 4. Les soyeux toléraient 4 métiers au maximum,
puisqu'il y avait un problème de rapport de force entre des soyeux peu nombreux mais qui avaient la commande, par rapport à des canuts extrêmement nombreux mais qui n'avaient pas la commande, hein, puisqu'ils avaient un statut un peu particulier, c'était des ouvriers sans lettres. C'est-à-dire qu'ils travaillaient à la journée à la commande. Évidemment, ils n'avaient aucune garantie sociale par rapport à ces commandes. Et donc, on s'aperçoit que ce métier remplit l'espace d'une force très très importante. L'espace est complètement plein et surtout, c'est ce métier va définir un espace à construire. Je vous parlais tout à l'heure des métiers qui accompagnaient les tisseurs. Voilà une liste qui a été faite par une association de la Croix-Rousse qui a travaillé sur les canuts et les métiers à tisser. On ne va pas tous les dire, mais il y en a 100. Hein, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit du monde qui travaillait autour de ces métiers. Alors, j'avais noté quand même des choses impressionnantes pour vous parler de ça, parce que les chiffres sont assez surprenants. C'est-à-dire que sur la période qui nous intéresse, on trouve un nombre assez considérable de métiers. Je ne retrouve pas mes notes, c'est malin. J'en reparlerai après. On a une population qui va s'installer, qui va friser les 80 000 habitants au kilomètre carré. Hong Kong, c'est 50 000. C'est sidérant. Je vais même vous dire, pire que ça, quand je l'ai calculé, j'arrive à 100 000. Mais comme j'ai lu quelque part 80 000, je suis resté sur ce que j'ai lu. J'ai dû exagérer dans le calcul. Mais c'est extrêmement... Il y a 700 000 mètres carrés de surface de plancher réalisés en pratiquement un demi-siècle. C'est quelque chose d'assez sidérant. C'est-à-dire que c'est d'une vitalité totale. Et évidemment, c'est un remplissage extrêmement important. Et j'en parlerai un peu plus loin. Cette construction verticale, cette usine verticale, beaucoup ont appelé ce quartier le premier quartier industriel, la première ville industrielle. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose... On la famille dans cet espace. Il faut imaginer, tout ça, ce sont des métiers à tisser. Évidemment, dans un coin, il y a la famille. J'en reparlerai un peu plus loin aussi. Mais ce qu'on s'aperçoit là est assez troublant dans la quantité. Encore une fois, d'avoir ce chiffre d'une densité de monde absolument colossale et une surface construite extrêmement importante. Et quand on regarde les immeubles, très souvent, pour en avoir visité, pour être monté, on a le vertige. C'est-à-dire qu'on se dit comment ça tient encore ? Et surtout, comment ont-ils fait pour oser cette densité ? Ça mériterait certainement des explications. Et ce phénomène de construction tire avec lui aussi un phénomène social extrêmement important. Je parlais en 2 mots du rôle, de la situation des canuts dans la production du tissage. Vous comprenez bien qu'il y a tout un nombre de métiers depuis celui qui commande, celui qui achète la matière première et qui va revendre le produit fini, en passant par les dessinateurs, par tous ceux qui travaillent ici. Et cette situation de dépendance par rapport à la commande fait qu'il y aura des révoltes, au moins 4 en tous les cas à Lyon, des révoltes des canuts, 31, 35, 49. Et avec la création dans cette mouvance, dans cette économie-là, de quelque chose qui est quand même assez important, même s'il y a une toute petite plaque qui le rappelle, c'est la création de la première coopérative ouvrière en France. Je ne sais pas si c'est en Europe, ça serait la première, mais en France. C'est-à-dire où ces personnes qui travaillent à façon vont essayer de s'organiser aussi, que ce soit pour leur vieux jour, mais aussi pour le quotidien, quand il n'y a pas de travail. Parce qu'il faut imaginer aussi que ça serait trop long pour en parler, mais la fabrique va avoir des concurrences extrêmement importantes. Parce que les commanditaires vont avoir de cesse de diversifier aussi le travail, la façon. On pourrait dire qu'ils vont globaliser très tôt. C'est-à-dire qu'on va externaliser la fabrication de la soie. On va trouver des métiers à tisser dans les campagnes, on va en trouver très loin. À Tarare, par exemple, vous avez une usine pensionnat qui est absolument incroyable, où on a fabriqué du tissu à cet endroit-là. Et grosso modo, le territoire où on fabrique des tissus autour de Lyon, c'est la région Rhône-Alpes.
sans Clermont-Ferrand, quoi, hein, sans l'ajout de la partie Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que c'est un territoire très vaste qui est mis en système pour fabriquer la soie. Du verre à soie et ses élevages, hein, vous allez en Ardèche, vous trouverez des magnaneries, et jusqu'à évidemment à la production sur site. Et donc il y a aussi derrière cela, et je suis désolé de ne pas pouvoir le développer, aussi toute une histoire sociale qui est extrêmement intéressante, qui suit le mouvement de la construction. Dans ces mouvements, évidemment, sociaux, il va y avoir un élément qui va, je dirais, stabiliser ça, et qui donne aussi ce tournant très industriel. C'est Napoléon Bonaparte qui fait construire la Condition des soies, qui est en fait un bâtiment qui va officialiser le rapport entre ceux qui produisent et ceux qui achètent. Parce que la soie, elle est fragile, et elle peut changer de poids, je crois avoir lu presque de 20%, en fonction de l'humidité. Et donc, je suppose qu'il devait y avoir des discours assez tendus entre celui qui vend et celui qui rachète. Et donc, il fallait un degré hygrométrique particulier. Et donc, on va créer ce bâtiment pour dire c'est ici qu'on pèsera la soie. Et donc, c'est ici que se fait l'échange, c'est ici que se fait le commerce. Évidemment, la Condition des soies est sur la partie basse de la Croix-Rousse où habite le bourgeois, où habitent les marchands. C'est pour ça qu'on verra un peu plus loin qu'il va y avoir tout un système qui va drainer cette population qui travaille vers la Condition des soies, vers la place basse, vers les terreaux où il y a encore la grande boucherie, c'est-à-dire où on trouve un peu le cœur viscéral de la ville. Alors, la Condition des soies, elle est intéressante en termes d'architecture. Hein, ce n'est pas mon propos non plus développé, mais vous avez tous remarqué que c'est un bâtiment avec un style italien prononcé. Elle a quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'on ne le voit pas bien quand on passe dans la rue parce qu'elle est raccrochée avec deux porches, mais c'est un bâtiment qui est isolé. C'est-à-dire que la crainte, évidemment, du feu. Et donc, on a un vide tout autour du bâtiment. On le voit bien sur cette photo vue aérienne, hein, le bâtiment est entouré d'un vide. Et puis, évidemment, une décoration qui reprend les feuilles de mûrier sur sa porte, donc avec ce caractère emblématique de l'activité de la soie. Donc si je reviens sur la situation c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on a la ville complètement coincée entre la Saône et Fourvière, l'extension qui commence à se faire vers le pont qu'on commence à consolider pour passer sur les Guillotières, c'est la route qui part vers l'Italie. On a une route qui part vers Genève, vers l'Allemagne par la partie haute. Et grosso modo, ce que j'ai mis en marron, bon, c'est ce qui est peu ou prou urbanisé. Je me suis permis de mettre le plan Morand en face, hein, puisqu'on a commencé aussi à urbaniser. Quartier Saint-Clair, le passer de l'autre côté du Rhône, puisqu'on commence à imaginer de pouvoir étendre Lyon de ce côté-là. Et donc tout ce qui va se passer, va se passer dans ce secteur-là, entre la ligne bastonnée qui a été reconstruite, qui a été consolidée. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une véritable défense avec des bastions avancés. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez costaud. Tout va se passer ici. Et en fait, tout va se faire entre le boulevard de la Croix-Rousse. Vous savez tous comme moi qu'un boulevard se construit sur les fortifications, hein, puisqu'on démolit la muraille et on remplit les douves et les fossés avec. Et comme on interdisait de construire contre les remparts pour éviter que ceux qui attaquent comme ceux qui défendent montent dessus et que ça serve d'échelle, on a un espace qui est vaste. Et donc boulevard, généralement, sert à nommer ce lieu où il y avait les fortifications. Donc on a déjà une limite très nette entre les pentes et le plateau. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont passées aussi sur le plateau, hein, au niveau de la soie. Et puis on a les contreforts. M'en voudrais pas, j'ai mis une photo qui n'est pas celle de la Croix-Rousse, hein, c'est Fourvière, ça. Mais c'est pour montrer que aussi des deux côtés, en fait, on est très serré par des pentes extrêmement abruptes et qu'on est très engoncé dans cet espace. Et que donc la place va être très très limitée. Si vous voyez cette photo, elle est prise de Fourvière. C'est très intéressant parce que on voit quand même le bout de cette plaine morainique qui dégringole sur la ville de Lyon. La pente est assez douce. Ce n'est pas la pente de Fourvière. En fait, sur la Croix-Rousse, on a une pente qui oscille entre 11 et 14%. On dirait que ce n'est pas bon pour les énormes handicapés. Hein, mais pour ce qui est attelage et compagnie, ça marche assez bien. D'ailleurs, ça marchera jusqu'au moment où on va vouloir mettre de la mécanique. Parce que quand on va mettre de la mécanique, ça ne marche plus. Hein, puisque la mécanique, c'est en dessous de 5%. Donc, en tous les cas, quand on invente les voiries à l'époque pour ça. Et donc, on comprend assez aisément que d'un seul coup, ça va devenir extrêmement attractif pour aller construire. Et puis, je vous ai mis ces petites photos
de choses qui existent encore, hein, où on voit le caractère rural, hein, de ces lieux où on va pouvoir bâtir. Et puis un élément qui est extrêmement important dans l'histoire des pentes, c'est la montée de la Grande Côte. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que la montée de la Grande Côte, en fait, on avait sur cette ligne-là la plus belle collection, en tous les cas lyonnaise, de maisons à échoppes. Puisque cette rue, elle est empruntée depuis très longtemps pour quitter Lyon vers le nord. Et quand on quitte Lyon vers le nord, on va vers des pays riches, on va vers la Flandre. Et donc, quand je disais tout à l'heure, on est sur une zone de carrefour, ben c'est la route de l'Italie et des Flandres. Et donc, vous avez les gens qui passent ici, on paye un octroi. Hein, et évidemment, quand on est sur cette rue qui descend, ben vous imaginez que très tôt, il y a des gens qui vont s'installer. Très tôt, les gens vont s'installer pour commercer. C'est-à-dire qu'avant que vous partiez, vous achetez votre sandwich et votre bouteille de Coca-Cola ou d'autres choses, et vous êtes parti pour la grande promenade à pied. Il y a aussi des petits bâtiments un peu plus difficiles à retrouver aujourd'hui, où on avait des chevaux de trait. Parce que quand on avait des attelages, on remplaçait les chevaux du propriétaire, du voyageur, et on louait des chevaux de trait pour monter sur cette courte distance. En fait, il y a quoi? Il y a 600-700 mètres à monter. Il y a quand même 100 à 120 mètres de dénivelé. Donc on louait des gros chevaux de trait pour emmener le charroi sur le plateau pour repartir dans le voyage. Donc tout ça fait fonctionner cette grande rue, c'est-à-dire qu'évidemment, ça lui donne de l'activité. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que là-dessus, on va trouver un modèle d'habitat qui est particulier, hein, qui est lié à cette fonction économique. Mais ça va jouer un rôle très très important, évidemment, dans l'urbanisation des pentes. Parce que si on regarde sur ce plan qui reprend le plan cadastral d'aujourd'hui, je vous ai mis en grisé ce qui serait grosso modo la partie urbanisée de la ville. Et puis tout ce que vous voyez avec des traits bleus, ce sont les clos. Et donc, il y a un truc qui va se passer, qui va être très compliqué à gérer, c'est qu'en fait, si vous imaginez que vous vendez des clos, vous allez faire des lotissements. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que de faire un lotissement. Si vous ne dessinez pas tout, c'est le bazar. Hein, il y a des architectes dans la salle, savent très bien que c'est extrêmement difficile de gérer la cohérence et la qualité architecturale d'un lotissement. Puisque, en fait, ça se fait sous un principe de l'économie où on ne trouve pas toujours des intentions extrêmement, je dirais, attentives à l'environnement ou à la qualité ou à la beauté des lieux. Et donc là, on va partir sur un lotissement. Et ce qui est intéressant sur les pentes de la Croix-Rousse, c'est qu'on va s'apercevoir qu'un système, on va dire, administratif, financier, peut donner autre chose que ce que l'on a pratiqué par ailleurs sur des lotissements moins denses. Et l'autre problème, c'est que pour desservir ces différents clos, ces différents lots, ben ça va être extrêmement compliqué. On n'a pas les outils d'aujourd'hui. On n'exproprie pas, par exemple. Tout se négocie. Eh bien, si vous êtes construit tout le long, là, comment vous allez traverser? Alors, il y a quelques passages, mais très très peu. Quand le projet sera fini, on a 2 fois plus de rues qui suivent les lignes de pente, hein, les courbes de niveau des pentes de la Croix-Rousse qui montent. Donc c'est un lieu qui est apparemment facile à traverser, mais en réalité qui est beaucoup plus complexe, puisqu'on traverse plus facilement horizontalement que verticalement, ce qui se comprend. Et donc là, on va avoir des difficultés qui sont évidentes, hein, qui va consister à imaginer comment le pouvoir local va pouvoir mettre la main sur l'urbanisme et comment il va gérer le débat avec les promoteurs. Là, j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes hein, dans des documents qui ont été faits là-dessus. Je ne vous en parlerai pas parce que ça nous prendrait trop de temps et puis je ne suis pas compétent. Mais ça vaut vraiment la peine d'être lu parce que d'abord, c'est d'une actualité totale. Et on voit aussi cette réflexion sur comment je peux penser l'espace, comment je peux l'organiser, mais comment le temps joue un rôle extrêmement important. Parce qu'en fin de compte, tout va aller très vite. Et les constructeurs vont systématiquement prendre de vitesse la ville. Et donc les gens qui vont travailler sur les plans, eh ben, ils vont récupérer les pots cassés. Et je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis parce que c'était certainement pas partie gagnée. Alors bien sûr, on va mettre des règles qui sont drôles. Par exemple, quand on impose aux constructions d'avoir les 2 premiers niveaux construits en pierre. Ça vient de la rive droite, rive gauche du Rhône, puisque là-bas, si on construit en terre comme on le faisait, ça fond comme le sucre dans le café. Je suppose qu'on ne craignait pas la même chose sur les pentes de la Croix-Rousse. Un truc intéressant pour les architectes, c'est qu'on va obliger de prendre des architectes. Ça sera pratiquement fini hein, quand l'obligation va rentrer en jeu. Il y a aussi le fait d'essayer de caler une hauteur par rapport à la voie. Mais là aussi, hein, quand on va commencer à l'appliquer, il y aura beaucoup de choses de construites. Donc,
Il y a une morphologie naturelle, la pente. Il y a déjà une histoire humaine, c'est-à-dire qu'on a commencé à habiter, à commercer sur les pentes. Et donc, évidemment, avec ça, faire de l'urbanisme, c'est faire avec l'humain, c'est faire avec l'économie, et faire avec ce qu'on sait faire aussi à l'époque, qui va donner cette diversité du tissu que l'on va trouver, évidemment, sur la Croix-Rousse. Il y a peut-être un dernier point qui est intéressant à remarquer aussi, c'est que dans cette organisation-là, dans cette façon de penser l'espace, il y a un élément qui va aussi rentrer très rapidement en jeu, c'est le basculement de la fonction économique de la montée de la Grande Côte. Parce qu'il va y avoir une concurrence locale. En fait, c'est le quartier Saint-Clair va ouvrir l'endiguement du Rhône sur cette partie-là. Et donc, pour partir vers la Suisse et vers l'Allemagne, on n'empruntera plus la montée de la Grande Côte, mais on va emprunter, évidemment, les bords du Rhône. On va passer par le quartier Saint-Clair. C'est pour ça qu'on retrouve après, sur ce quartier-là, aussi des immeubles qu'on pourrait appeler canuts, où il y avait des métiers. Et là aussi, on va trouver des métiers dans les immeubles de commerçants qui vivaient du passage de la Grande Rue. C'est-à-dire que ce qui est assez passionnant et qui doit compliquer la tâche des gens qui veulent expliquer tranquillement, je dirais, la morphologie, la typologie de la ville, c'est que les choses, vous voyez, se mélangent et se superposent. En fait, rien n'est simple dans l'organisation de l'espace. Alors, je vous montre par exemple un plan qui est cité. Il en a fait une quantité assez considérable. Monsieur Coyer, en fait, qui avait répondu à une adjudication de la ville qui donc donnait traitance à des privés de faire des plans. Voyez, c'est-à-dire qui ne concernait pas forcément les masses bâties. On ne peut pas parler vraiment en termes d'urbanisme, dans tous les cas en termes de voies. Puisque l'idée, c'était de dire il faut que les gens circulent, puissent aller d'un endroit à l'autre, avec ce que est en train d'apporter la ville, c'est-à-dire des rues pavées. Parce qu'il faut imaginer que quand on lotit les clos, l'investisseur qui a construit, il a envie de refiler la patate chaude à la ville, c'est-à-dire tu fais les trottoirs, tu fais le pavement, et puis tu t'occupes de la police, évidemment. Donc la ville va dire, comme on le dit aujourd'hui, je ne prendrai pas si ce sont des impasses, donc si tu veux pas d'impasse, il faudra que tu perces. Mais pour percer, soit j'ai un clos à côté et je peux m'entendre avec l'autre, soit il va falloir que je trouve à me raccorder sur des choses qui existent. Donc ça donne des discussions sans fin, et c'est pour ça, encore une fois, que l'économie va aller plus vite que la discussion. Alors, si vous voulez vous repérer, ça, c'est la montée de la Grande Côte. Donc, on voit le nombre de rues que Coyer essayé de créer. On voit là, le damier qu'il a voulu faire ici. Ce que l'on trouve aujourd'hui encore très précisément, c'est tout le quartier est de la Croix-Rousse, où pratiquement son plan a été réalisé, y compris les places qui permettaient aux charrois de pouvoir avoir une ampleur plus grande pour tourner et de monter jusque sur le plateau de la Croix-Rousse. Le reste, il a eu évidemment beaucoup de peine pour le réaliser, et ça s'est fait avec des accroches extrêmement particulières. Ce qui m'avait permis de considérer qu'avec ce travail-là, on abordait quelque chose d'extrêmement important, à mon avis, pour la ville. Les citations que je vous ai mises sont des citations de M. Salignon, qui est un sociologue, anthropologue, qui s'est intéressé à la ville et qui a bien réfléchi sur des choses assez primaires, mais que je trouve assez fondamentales dans notre façon d'habiter. Et en fait, ces pentes de la Croix-Rousse, elles répondent totalement à cette situation-là, c'est-à-dire que, évidemment, il y a des espaces d'indétermination. C'est-à-dire que les pentes, le quartier fabriqué ici, donne envie de ce que certains ont appelé la dérive urbaine. C'est-à-dire que vous vous rendrez compte que vous allez être embarqué dans votre déambulation par vos propres pas, parce que vous n'êtes pas dans quelque chose qui est habituel au niveau de la perception. Et surtout, c'est que vous aurez toujours envie d'aller voir un peu plus loin, c'est-à-dire cette envie de découverte, qui est un phénomène évidemment extrêmement humain. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit ici la réalisation totale de ces voies. On s'aperçoit qu'on a hérité de quelques espaces verts. Alors il y en a qui sont évidents parce que là, ça pousse comme ici, parce qu'on est pratiquement sur des falaises. Donc on a des éléments extrêmement prégnants dans leur existence, des petits jardins qui sont assez sympas. Le jardin des plantes, qui avait été un jardin qui avait été planté pour mettre un nombre de plantes assez conséquent, qui était beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Il a été coupé par des voies, qui devaient servir aussi à la fabrique de soie,
puisque les dessinateurs pouvaient s'inspirer des fleurs pour dessiner leurs motifs floraux. On y avait commencé aussi à y mettre des fleurs, des arbres, des mûriers. Et il y avait toute une réflexion autour de ça qui allait toujours dans cette réflexion de la fabrique. C'est-à-dire que tout participait à cette activité de la fabrique. Et si vous regardez un petit peu l'organisation de ces voies, on a un joli panel, je trouve, de morceaux d'urbanisme. C'est-à-dire que vous allez trouver du carroyage. Donc là, on est dans le plan, ce qu'on appelle la ville classique, qui est ordonnée, qui est organisée. Avec là aussi, ce qui est intéressant, c'est des tâtonnements pour trouver quelle est la meilleure épaisseur d'îlot. C'est-à-dire que pour un architecte, un urbanisme, définir les dimensions d'un îlot, ce n'est pas aussi évident qu'on le voit quand on est sur place, puisque derrière, c'est un espace habitable, et il va y avoir un certain nombre de tâtonnements aussi pour arriver à le déterminer. Là, je pense que c'est un laboratoire. On a tout essayé, parce que quand on regarde les îlots, vous en voyez qui sont colossaux, puis d'autres beaucoup plus petits. Et donc, on pourrait s'intéresser à mesurer chaque type par rapport à chaque îlot et de voir là où en était le plus performant, que ce soit en termes de qualité d'habiter ou en termes de rentabilité de la construction. On voit des choses intéressantes, c'est-à-dire que par exemple ici, on est dans un ancien couvent. On le voit très bien quand on est dans la rue, la place du Forêt, vous avez une place ronde. Là, on s'est amusé à reprendre le dessin du bassin qui permettait d'arroser les jardins des Sœurs. Et donc, on voit, quand vous êtes dans la rue, on voit que les deux rues convergent vers la place du Forêt, qui est un creux, où les petits canaux amenaient l'eau pour pouvoir être pris au seau, pour pouvoir arroser les jardins. C'est intéressant de voir que quand on l'a dessiné, on a gardé ça. Je veux dire, ça a, à ma connaissance, aucun intérêt, je dirais. Enfin, il n'y avait aucune contrainte technique. C'est pas se l'avoir. Service archéologique à l'époque qui aurait pu imposer des fouilles préventives et des architectes des bâtiments de France qui nous auraient obligés de faire un rond. Donc là, il y a une volonté de, vous voyez, cette espèce d'urbanisme paysager qui fait référence un petit peu à un décor de jardin pour s'installer. Et puis, vous allez trouver aussi, bien entendu, des choses curieuses. Quand je parlais tout à l'heure de mécanisation, vous connaissez la montée du lieutenant Alouche. Bien là, vous vous apercevez que dans la vie, il faut choisir. C'est soit circuler, soit habiter. Parce qu'évidemment, pour faire monter les mécaniques, on a pris toute la place. On peut pas, ici, on n'a pas pu construire, puisque c'est les véhicules qui ont pris l'emplacement pour monter. Et on a des impasses, c'est-à-dire qu'on a des lieux qui n'aboutissent pas, parce que, évidemment, la ville est passée de l'autre côté de ses remparts, on est passé de l'autre côté du Rhône, on s'est intensifié. Et puis surtout, c'est que la fabrique de soie est morte, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au bout de sa production, elle est tombée en désuétude, et donc a posé la question du renouvellement de l'habitat. Et donc, pour faire vivre ce quartier avec cet urbanisme complexe, on n'est pas sur un damier. C'est-à-dire que la circulation ici, elle a posé des questions évidentes. C'est-à-dire que vous avez tout un système de vières qui va de la rue, qu'on pourrait appeler la rue Corridor, qui est extrêmement fermée entre ces falaises bâties, et puis un certain nombre de cheminements piétons. J'avais lu, je ne sais pas si c'est un canular ou si c'est vrai, si l'histoire pourrait nous le dire, que le passage Thieffet est ainsi fait parce que la ville avait simplement oublié de dire au promoteur que le passage qu'il devait être carrossable. Donc c'est pas contractuel, donc il a fait le passage. Et si vous l'avez déjà emprunté, vous êtes aperçu qu'au bout, il faut prendre un escalier. Donc pas de possibilité de carrosser le passage. Et donc est arrivé à quelque chose, une autre trame intéressante sur les pentes de la Croix-Rousse, que sont les traboules. Alors, ce n'est pas original, c'est-à-dire que la traboule, vous en trouvez à Vienne, par exemple, qui sont très très anciennes. On en trouve sur la presqu'île. Il y en avait à Saint-Jean. En fait, trabouler, qui est un mot qui vient du latin, qui veut dire passer à travers, très tôt sur des villes qui sont sur des lignes de niveau, qui sont bloquées sur des collines. Pour éviter justement de faire des voies qui remontent sur la colline, on va faire des passages. On va passer à travers le bâti et donc on va trabouler. Par contre, la traboule sur les pentes de la Croix-Rousse va devenir un véritable système. C'est-à-dire c'est plus quelque chose qui est pratique parce qu'on a des îlots qui sont longs pour faire le tour. C'est que, par exemple, traverser une ville qui est quand même caractérisée, au moins jusqu'à aujourd'hui, par une pluviométrie assez conséquente, de mémoire, je ne vous garantis pas le chiffre, mais je crois que la statistique, c'est 156 jours de pluie à Lyon.
annuel. Hein, donc c'est une pluviométrie assez conséquente. Donc je pense que ça a baissé depuis quelque temps. Et les brouillards, moi j'ai des souvenirs d'enfants, de brouillards lyonnais qui étaient conséquents. Et quand je dis enfant, je conduisais ma voiture, qui était une magnifique Dauphine à 3 vitesses. Je me suis perdu sur le port Édouard Herriot. Je me suis demandé comment j'étais arrivé sur le port Édouard Herriot, dans le brouillard. Donc cette nébulosité fait que c'était pas inintéressant de traverser aussi la ville à l'abri. Hein, c'est-à-dire que pour porter son ballot de soie, c'était aussi un truc intéressant. Et la traboule, là, sur les pentes de la Croze, va devenir quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour un certain nombre de raisons que je trouve assez passionnantes dans leur existence. D'abord, c'est que c'est jamais un passage manifeste. Preuve il en est que la ville de Lyon est obligée de mettre des petites têtes de lion, je crois, hein, pour que vous compreniez que par là vous pouvez passer. Hein, c'est-à-dire qu'il faut les repérer. Alors, il arrive qu'on ait des portes assez magnifiques, mais qu'on imaginerait plutôt comme une porte d'immeuble qui irait dans une cour et qui desservirait une propriété qu'une porte de traboule. Et ce système-là fait que son repérage n'est pas du tout induit. Il faut se promener avec un plan. Si vous voulez faire toutes les traboules dans un sens qui vous évite de faire sans arrêt monter et redescendre, il faut avoir une logique de passage, logique intrinsèque aux gens qui l'utilisaient, mais qui n'est pas une logique évidente. Là, on est dans quelque chose, un système qui est beaucoup plus intuitif dans son fonctionnement. On trouve évidemment des éléments extrêmement beaux. C'est comme on est dans des passages qui vont traverser des couches bâties extrêmement importantes, on essaye de donner un peu de lumière. Et donc on a des impostes généralement percés et travaillés pour éviter des intrusions, avec des ouvrages de ferronnerie qui sont extrêmement beaux. Là aussi, il y a un plaisir à regarder des choses au niveau de leur délicatesse et la façon dont elles sont produites. Et puis il y a quand même une expérience un peu curieuse, parce que certaines traboules, elles font un peu frémir quand même. Alors statistiquement, ce n'est pas du tout des endroits dangereux. Absolument pas. C'est-à-dire quand on regarde les chroniques criminelles, il ne s'y passe jamais des choses terribles. Ce sont des lieux conservés, du fait même qu'on s'y perd. On parle souvent de l'époque de l'occupation où des gens se sont sauvés à travers les traboules et qui ont pu échapper ainsi à la police nazie. C'est effectivement des lieux où on a l'impression qu'on va se perdre. En fait, il faut le faire un peu exprès de se perdre. C'est-à-dire qu'il suffit de se laisser emporter par le mouvement. On sort toujours. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui puisque ce sont des propriétés privées. Ce qui autrefois se faisait d'une façon, je dirais, littérale, se font aujourd'hui un peu plus compliqué puisque la ville de Lyon a dû contracter avec les propriétés pour que ces traboules puissent être réouvertes. Il y a une quinzaine d'années, on n'en trouvait pratiquement plus d'ouvertes. Et il y en a encore un certain nombre qui ne le sont pas. Là-dessus, la ville n'a pas la main puisque ce sont des espaces privés qui pose d'autres problèmes aux habitants, qui est l'actualisation de l'usage des immeubles. Par exemple, dans ces lieux, installer simplement un local vide-ordures et un local vélo, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on ne trouve pas évidemment la place. Par contre, on a une belle expérience spatiale, parce que c'est l'expérience de l'ombre, de la lumière, c'est l'expérience de la pente, de la verticalité, et c'est aussi l'expérience de vues qui sont spectaculaires, puisqu'on a généralement des mises en scène. Elles ne sont pas, comment dirais-je, fortuites. Je pense que les constructeurs y ont pensé. C'est un peu ce que j'avais découvert moi, en travaillant sur l'espace rural. Les paysans ont fait paysage. Ce n'est pas nous, en tant qu'urbains, on est à la campagne, qui avons trouvé que c'était bien. Ils ont pensé, en y habitant, à un moment donné, de dire aussi de faire paysage. Là aussi, les constructeurs se sont rendus compte que la pente permettait d'avoir des débouchés visuels assez extraordinaires et donc de faire varier l'espace. Et donc, ces traboules, évidemment... il y en a des très très célèbres. On le voit sur ce plan. Les plans que je vous montre sont dus à un architecte qui s'appelle Vatrelot, qui avait travaillé sur la première ZPPUP pour la ville de Lyon, et donc qui avait fait un certain nombre de relevés qui sont, je trouve, assez parlants, parce qu'ils sont très simples à comprendre. On voit ici, par exemple, la traboule où il y a la cour des Voraces qui part de la place Colbert pour aller à la rue Humbert-Colomès. On voit qu'on va traverser un immeuble, on va arriver sur une cour, visiblement il y a un escalier, c'est-à-dire qu'on va avoir une différence de niveau, on tombe sur une ancienne venelle que l'on va prendre et on va repasser encore à travers des immeubles. C'est-à-dire qu'on peut comprendre assez facilement comment ces lieux sont devenus une véritable attraction. Ça vaut beaucoup d'attractions payantes que l'on trouve dans des parcs à ce nom-là. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. J'avais mis à l'époque sur ce plan, pour les étudiants, les traboules que j'avais repérées qui montraient le fonctionnement. On voit bien que d'un seul coup,
quand on se rapproche de la condition des soies, hein, la façon dont ces choses vont se regrouper. J'ai vu sur le dernier AVAP qu'il y a eu une collection totale qui a été faite, qui est bien plus précis que mon plan, mais on sent cette trame de fonctionnalité qui, bien sûr, vient se superposer à la trame vière du plan. Tout ça a donné évidemment des espaces publics. C'est-à-dire que si au départ on parlait d'espaces privés, de dessertes de clos, de dessertes de construction, il va de soi que ce sont devenus des espaces publics. Et ces espaces publics, évidemment, ils sont tout à fait étonnants parce qu'ils sont très singuliers. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous ont sauté à la figure, je dirais qu'on a redécouvert. Évidemment, quand on fait le funiculaire et qu'on tombe sur un truc pareil, ça fait un peu bizarre. Mais si on réfléchit un peu, on se met à la place de cette situation sur cette petite ville gauloise, quand on lui donne d'être pratiquement capitale de la Gaule romaine, c'est-à-dire en fait d'un territoire qui est pratiquement 2 fois plus grand que la France, ce qui fait que ça a laissé aux Lyonnais des souvenirs quand même assez glorieux. On comprend un petit peu leur réaction par rapport à Paris et par rapport à ça. Cette situation-là fait que certainement, quand on imagine là où il y avait la table claudienne, ce lieu, je dirais, à la fois de spectacle du pouvoir civil local, qu'on devait être dans une situation aussi remarquable que les amphithéâtres de Fourvière, et donc un lieu forcément prestigieux et spectaculaire. Et donc, si on est dans un lieu spectaculaire, forcément, ça fait école. C'est-à-dire qu'on a d'autres lieux spectaculaires et on va être dans cette situation de vivre des émotions fortes par rapport à un patrimoine qui est absolument incroyable dans sa complexité, dans sa densité, dans sa diversité et dans toutes les émotions que cela va provoquer. Et personnellement, en tant qu'architecte, je suis très troublé par rapport à ça. Pour avoir imaginé reproduire, pas la même chose, ça va de soi, mais les mêmes impressions, je vous avouerai franchement ne pas y être arrivé, parce qu'il y a quelque chose aussi là derrière, au niveau de la fabrication, qui échappe évidemment à la logique purement programmatique et qui fait de ces quartiers-là des choses extrêmement humaines, extrêmement passionnantes. Alors, ces photos, je dirais, c'est pas la peine que je vous les commente, vous les comprenez autant que moi, vous les percevez autant que moi, vous en voyez la qualité. Vous êtes dans un lieu qui est quand même assez incroyable. Vous pouvez, par temps clair, avoir une vision sur 180 degrés avec d'un côté, évidemment, les monts du Lyonnais, vous avez le Pilat, la ville qui s'étend en bas, c'est une espèce de maquette, on se sent démurge. Et puis si vous avez de la chance, au bout du boulevard de la Croix-Rousse ou dans certaines rues qui sont est-ouest, vous voyez le Mont-Blanc. C'est absolument incroyable. Pour avoir eu des amis de la famille venir à Lyon un jour où il y avait le Mont-Blanc, ils n'en revenaient pas. En plus, j'exagérais, je disais c'est plat jusqu'au Mont-Blanc. Donc, terrain de jeu extraordinaire, quoi. Donc, ces lieux aériens, évidemment, profitent aux habitants. Parce qu'en fait, ça revient sur mon propos antécédent, comment peut-on habiter dans des quartiers aussi denses si on n'a pas de la respiration ? C'est-à-dire que c'est aussi une leçon de densité. C'est-à-dire si on veut faire de la densité, il faut peut-être imaginer que la poésie de l'espace, la beauté de l'espace va jouer un rôle extrêmement important. On va supporter l'autre parce qu'à un moment donné, on peut lui échapper. Et au moins lui échapper par le regard. Et donc c'est un espace, l'espace des pentes, qui va vous donner à chaque mouvement la possibilité d'échapper à la contrainte de l'autre. En fait, la contrainte de la densité éclate chaque fois que vous bougez. Que vous bougez à l'intérieur, mais que vous bougez dehors. C'est-à-dire qu'il faut très peu de pas pour respirer. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de tous les quartiers, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Et ça avait été parfaitement remarqué par la première ZPPUP, par les personnes qui avaient travaillé dessus, c'est d'avoir imaginé de travailler peut-être pour la première fois en volume. C'est-à-dire que ne pas faire de recommandations à plat, mais de faire des recommandations en 3 dimensions. C'est quand même un minimum quand on fait de l'urbanisme, du paysage et de l'architecture. C'est-à-dire de considérer que la qualité première de ces pentes, c'est les 3 dimensions, c'est-à-dire l'espace, à part entière. Et ça a donné des documents justement de gestion de cet espace-là. Je ne pense pas l'avoir mis. Vous avez un très beau document si vous le trouvez sur la VAP, où il y a le repérage des éléments singuliers patrimoniaux, des traboules, des portes, de tout ce que vous pouvez trouver sur ce territoire. Donc ces espaces, je le disais tout à l'heure, la plaine du Forêt, vous la reconnaissez. Je veux dire, il y a un cadrage absolument incroyable. Tout le monde s'arrête pour faire des photos. En tous les cas, moi, je m'arrête régulièrement. Et ça donne des choses curieuses. Vous avez l'ancienne église des oratoriens, si je ne me trompe pas,
sur la rue Saint-Polycarpe. Mais c'est l'église. Ouais, mais c'était l'église du couvent des oratoriens. Bon, on va dire Saint-Polycarpe. Il y a des gens plus savants que moi là. Donc. Alors, ça va hérisser le poil de certains de mes confrères, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que là, on a réussi, par le fait qu'on n'a pas pu mettre la rue parfaitement parallèle au clos tel qu'elle l'était, elle est légèrement de travers. Ce qui fait d'un seul coup, cette église, qui est une église classique, se retrouve en situation baroque. C'est-à-dire, elle est dans le mouvement. Hein. Jamais vous ne pourrez la saisir de façon de face. Vous êtes coincé tant que vous bougez, et c'est un truc absolument extraordinaire. Je suppose qu'il y en a plein d'autres comme ça qui sont intéressants, jusqu'à des espaces introvertis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville vous incite à aller voir ce qu'il y a au bout. Vous n'êtes pas dans un espace privé. Et en fait, vous rentrez aussi là dans un morceau d'histoire extrêmement intéressant. Et on est aussi dans un archétype architectural. C'est un labyrinthe. C'est le premier modèle architectural. Et donc, vous êtes tout naturellement enclin, architecte ou pas, d'y aller. Hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vous met dans ce déplacement dans l'espace extrêmement intéressant. Et puis, tout ce que le cinéma va utiliser après, c'est-à-dire la scénographie. Hein. C'est-à-dire comment vous multipliez les plans, comment vous utilisez les coulisses, comment vous faites des cadrages. C'est-à-dire comment, d'un seul coup, ce bâti, où je ne pense pas qu'il y ait une pensée, encore une fois, urbaine d'une force extraordinaire. Ce que je dis là est certainement une interprétation d'intellectuel, hein, mais en tous les cas, c'est le résultat, à mon avis. Hein, y compris des éléments comme celui-ci, où pratiquement, c'est une scène de théâtre. En plus, quand vous voyez l'immeuble qui est en face, avec son balcon qui est pratiquement au même niveau, il est aux premières loges pour voir une très belle scène. Je pense d'ailleurs que cette place qui va être aménagée va être véritablement dans cette situation de spectacle. Hein, c'est un lieu de spectacle. Et donc, on est là dans la scénographie. C'est-à-dire qu'on rejoint hein, les grands thèmes de l'architecture haussmannienne qui consistent à se mettre en scène. C'est-à-dire comment la ville se met en scène, comment elle fait sa propre promotion sur le travail de l'espace public. Puis évidemment, toutes les déambulations qu'on a déjà vues, c'est le fameux passage Thieffet, hein, la façon dont on va user du diaphragme pour retourner des perceptions. C'est une expérience que je trouve assez marrante. Vous avez vu dans le petit appel qu'on avait fait pour la conférence, j'avais mis 2 garçons qui jouent à Star Wars. J'avais trouvé ça extraordinaire. J'avais fait la photo. Ils étaient dedans. Je veux dire, eux-mêmes avaient compris que ce lieu est extraordinaire. Effectivement, c'est digne de Star Wars. Hein, on peut imaginer ce lieu ailleurs, dans une autre ville, dans une autre vie, dans une autre société, dans un autre espace. Et je me remets sur cette diapo pour montrer qu'en fait, on a quelque chose que la ville à plat ne nous donne pas. Là, ici, je suis dans le 8e arrondissement, je suis certainement en haut d'un immeuble. Il faut monter haut pour voir. On voit quand même une chose, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que la qualité de cette bonne ville de Lyon, c'est cette barrière verte, hein, naturelle, que donnent ces collines, qui nous rafraîchit quand même. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression d'être dans une ville sans fin, qui est extrêmement agréable. Mais ça, vous l'avez évidemment immédiatement sur les pentes. C'est quelque chose qui est du quotidien. Et donc, on peut imaginer que des personnes ont pu comprendre hein, l'intérêt d'habiter à cet endroit-là. Je vais me permettre de terminer sur l'immeuble, puisque j'ai parlé d'urbanisme, j'ai parlé de paysage. Les immeubles qui ont été construits sur les pentes, je vais passer assez rapidement sur ceux dont je parlerai moins. On trouve évidemment sur la partie basse des immeubles 16e, 17e. On trouvera bien entendu des immeubles 18e. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est là où on trouve le plus grand nombre d'immeubles 18e. Ouais, c'est vrai qu'il y en a une quantité ici, à cet endroit-là, quoi. Donc, c'est vraiment très, très important. Mais s'arrêter un moment sur ce qui me semble, moi, être aussi quelque chose d'extrêmement original sur les pentes, qui est l'immeuble Canu. Je le disais tout à l'heure, le programme de l'immeuble Canu, c'est un atelier pour 4 métiers à tisser maximum. Donc 4 métiers à tisser, 75 mètres carrés. La hauteur, un métier à tisser, surtout avec le travail qu'on fait, Vaucanson, Jacquard et compagnie, c'est 3,80 m, 3,85 m sous poutre. Donc c'est un volume assez conséquent. Et vous voyez que sur le plan, il n'y a pas de lieu pour habiter, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose pour le tissage. On voit là à nouveau le métier. C'est des choses qui sont assez sommaires. On a besoin de fenêtres, évidemment, les plus grandes possibles. Donc on va faire au maximum de ce qu'on sait faire à l'époque, les plus hautes possibles. Et puis un truc qui est assez intéressant,
qu'on voit ici, ça c'est de la photo de la maquette de l'atelier de M. Matelon. Là, c'est l'atelier Matelon. C'est assez rapproché. C'est le poêle. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un truc important, c'est qu'il y avait un poêle avec le tuyau qui traversait tout l'atelier. Pour évidemment chauffer et sécher. Même si le métier était quand même assez physique, hein, entre autres pour la personne qui tirait, c'est la nécessité d'avoir une ambiance assez sèche, hein, pour produire la soie. Et donc, ces lieux sont, dans leur construction, posent des questions extrêmement intéressantes. Vous comprendrez rapidement la question qui est soulevée, c'est que le métier à tisser fait un bruit d'enfer. Hein, c'est quelque chose qui est très très bruyant. Et en plus, il sollicite la structure. Hein, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à tout faire bouger, quoi. Ça veut dire qu'il y a intérêt à construire lourd. Donc on va construire des planchers extrêmement lourds et on va construire des maisons les plus lourdes possibles aussi, hein, pour absorber ce phénomène de vibration. Et on va utiliser évidemment des choses extrêmement simples. Hein. On a des pavages ici en céramique. On trouvera plus tard des pavages avec des carreaux de Verdun sur le Doubs pour faire le sol, pour avoir un sol à peu près plan, hein, pour le calage des métiers à tisser. J'ai une photo d'une fenêtre, hein, dans cet immeuble de l'atelier Matelon qui est lui sur le plateau, hein, il n'est pas du tout sur les pentes. Bon, ce sont des menuiseries en bois de facture assez simples, hein, qui sont encore dans leur jus, évidemment avec des sections assez conséquentes pour tenir la hauteur nécessaire, mais en même temps les plus fines possibles pour avoir le maximum de jour à travers. Et cet empilement va faire fi de tout problème de décoration. C'est-à-dire, bien qu'on soit dans une époque où on fait des immeubles avec du décor, là, on va en faire totalement abstraction. L'idée étant d'empiler le maximum de planchers les uns sur les autres, évidemment avec le coût minimum, parce que beaucoup de ces ateliers vont être loués ou achetés par les tisseurs. Et donc le chef d'atelier, il est très souvent propriétaire, très souvent locataire et parfois propriétaire. Et donc ça a un coût. Il faut que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut que le coût de fonctionnement puisse se caler avec le coût de fabrication du tissage. Donc les rez-de-chaussée qui généralement vont recevoir soit des lieux de stockage, des lieux de commerce, et puis les nombres de niveaux qu'on va monter le plus possible. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand même de supprimer le décor, qui est une attitude d'une modernité évidente. Hein, un certain architecte avait dit « less is more ». Et donc de considérer que moins on en fait, mieux c'est. Et on a ici un élément extrêmement net au niveau de l'architecture, avec un autre élément qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est percé comme le carton du métier jacquard, c'est-à-dire qu'on a les trous avec même la répétition. C'est-à-dire si Jacquard introduit la mécanique, il introduit aussi la notion de série, c'est-à-dire que la notion d'automatisme que l'on va retrouver pratiquement dans l'immeuble, c'est-à-dire qu'on est dans un principe de fabrication, je dirais, en série. C'est-à-dire cet immeuble, on va le reproduire autant de fois qu'on pourra. Hein. Et le fait de ne pas avoir de chaîne d'angle, de ne pas marquer, de retourner la façade, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'en fait, vous n'allez pas donner de priorité aux façades. Il n'y a pas la façade de devant, la façade de côté, la façade de derrière. C'est toutes les mêmes. Et en fait, vous avez quelque chose qui va aussi donner la force à cette production. De la même façon que ces immeubles vont s'accrocher à la pente, hein, et on va remplir, vous voyez bien, sur une parcelle qui n'est pas très loin des parcelles en lanière, et bien on va en mettre le maximum. C'est-à-dire que, vous imaginez bien, les petites cours, hein, telles qu'elles sont constituées, qui servent à ventiler, qui servent aussi à mettre des métiers. On le voit ici, c'est des éléments qui sont comme des cheminées de ventilation, et sur lesquels on va trouver, bien sûr, les escaliers. Ces immeubles hein, qui vont être fabriqués, je vous montre à dessin un immeuble que tout le monde connaît, hein, qui est l'immeuble soi-disant 365 fenêtres, je ne les ai jamais comptées. Hein. Mais si, disons. Hein. Donc là, on voit par palier, vous avez quatre ensembles pour les métiers à tisser, avec ce rapport au niveau des ouvertures et la façon dont on va les construire et les positionner. Aussi une particularité, mais je crois qui n'est pas simplement liée à l'immeuble Canut, hein, c'est le larmier filant, qui aussi donne à ces immeubles cette composition extrêmement étonnante, hein, de grandes lignes, qui est très, très moderne hein, dans la composition. Ce qu'il faut souvenir quand même, c'est assez spectaculaire dans l'architecture, mais la condition de vie de ces gens-là est absolument épouvantable, en fait.
C'est-à-dire que dans la Souillarde, eh bien, vous avez toute la famille. Alors je vous mets deux photos, une dont je me souviendrai toujours parce que c'est pratiquement mon année de naissance. C'est un architecte qui fait le relevé d'un taudis ouvrier à Glasgow, enfin, ou en tisse. Et vous avez une pièce qui fait à peu près 13 mètres carrés, vous avez toute la famille. Ça me permettait de dire à mes étudiants quelque chose d'horrible, c'est que je disais on est tous des enfants de rapports incestueux. Un grabat pour tout le monde. Et à côté, vous avez un truc qui est étonnant, c'est aussi la densité qui se construit à Paris, où vous avez un marchand de sommeil qui mesure son ouvrier là et qui se dit non, il ne faut peut-être pas que je baisse trop bas le plafond. Hein, il faut quand même qu'il ait un peu d'air. Pourquoi je vous montre ça? C'est qu'en fait, il y a des gens qui vont se dire ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un phénomène, il y a un problème. Si on veut pérenniser cette fabrique, cette vie dans ces espaces, il faut s'intéresser à l'architecture, à la façon dont les gens habitent. Et donc, un architecte, M. Martin, va construire un immeuble alors sur le plateau, sur la rue Gorju, hein, c'était la rue de l'enfance, où il explique qu'en fait, il va organiser 2 ateliers par niveau, mais vous voyez qu'il rajoute quelque chose qui est de l'habitation. C'est-à-dire qu'il y a une pièce commune et une chambre. C'est-à-dire qu'il va séparer la partie où on fait à manger de la partie où on dort. On va séparer la famille de l'atelier. Ce qui permet de mieux traiter évidemment tout le monde, y compris les ouvriers qui sont là pour aider le chef d'atelier. On a un jardin, c'est-à-dire que la famille peut avoir de quoi augmenter son quotidien, en tous les cas conforter son repas de chaque jour. Et cet architecte va réfléchir aussi à la construction. Parce que la ville, à ce moment-là, a commencé à mettre des hauteurs, à imposer des hauteurs. Et on ne peut plus faire les grands immeubles des pentes. Et donc, par exemple, il va commencer à associer des poutres en bois plutôt faibles d'épaisseur, mais assez hautes, qui va tendre, qui va associer à des tirants en fer, que l'on voit très bien sur ses façades. Il va même dessiner ses accroches pour qu'elles aient de l'allure. Et puis lui aussi, il va dire, terminé, je fais de la belle maçonnerie, il n'y a pas de l'enduit là-dessus, mais je vais travailler avec des matériaux. Il utilise la brique, il utilise de la pierre, et il fait aussi, en utilisant la vérité du matériau, une forme d'architecture expressive, hein, puisque la façade est dessinée. Je pense que ça vaut la peine de le citer parce que c'est un exemple rare. Et en tous les cas, il lance quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il lance cette réflexion qui sera poursuivie par Mangini, hein, si vous connaissez cet ingénieur qui, dans la deuxième partie de sa vie, va se mettre à investir massivement dans le logement social, qui est une figure lyonnaise extrêmement intéressante parce qu'il est dans les précurseurs du logement social en France. Il construit, je crois, à peu près 900 logements à Lyon pour loger des familles démunies. Il fait même la démonstration qu'on peut gagner sa vie en faisant des logements locatifs. Quand même assez incroyable et assez gonflé à l'époque, quoi. Donc cet immeuble qui existe toujours, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que à la fois cette façon d'associer l'architecture, la construction et le caractère social, hein, de ceux qui habitent dans la vie quotidienne. Dans ces immeubles, il y a encore un élément qui est quand même assez extraordinaire, c'est l'escalier. C'est-à-dire que vous allez trouver sur les pentes l'évolution de l'escalier. Je pense personnellement que c'est pratiquement une signature des immeubles. On pourrait faire pratiquement une conférence sur ça, d'essayer de retrouver évidemment les constructeurs. Ce sont, je considère, des chefs-d'œuvre. Et on est sur la fin de l'escalier à vis, qui pose des problèmes. Hein. Faire un plan d'appartement, un plan d'immeuble avec un escalier à vis, il y a des gens, y compris dans les modernes, qui ont fait des immeubles avec des rampes. C'est pas évident de mettre un ascenseur après, hein, puisque évidemment, vous n'avez plus de paliers. C'est-à-dire que vous avez des portes-palières qui se distribuent sur une hélice, et c'est pas très simple. On va très vite se rendre compte de ça, et donc il va y avoir une évolution très très rapidement pour passer du vis à l'escalier droit. Il va falloir passer des marches qui sont portées par le poids des murs à des marches qui vont être portées par des limons. Et l'idée, c'est d'aller pratiquement des limons qui seront rectilignes. Et l'idée des maçons, des constructeurs de l'époque, qui va être non pas de tailler sur pièce, sur place, mais c'est-à-dire de commander à la carrière pour n'avoir qu'à assembler. Donc là aussi, un pas qui se fait dans la construction, hein, c'est de passer à un système beaucoup plus sophistiqué au niveau constructif. Là, on voit par exemple qu'on a encore des arcs. Je pense qu'ici, ils sont
peut-être encore utile, mais il commence plutôt à être dans une situation d'esthétique. Et puis évidemment, là c'est flagrant, et d'un seul coup, vont apparaître ces éléments linéaires qui vont permettre de distribuer effectivement des grands paliers et qu'on peut régler dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a une facilité ici de distribution qui va permettre des choses extraordinaires, y compris l'escalier que tout le monde connaît, l'escalier de la cour des Voraces, qui est un endroit extrêmement impressionnant. Hein. C'est quelque chose qui ne laisse pas, je dirais, froid quand on le regarde. Et évidemment, cette technique de l'escalier, il va être déployé. Hein. C'est-à-dire que c'est un concert. Hein. C'est-à-dire qu'on va en trouver, y compris dans les immeubles qui viendront après les immeubles Canut, qui vont être utilisés pour des immeubles bourgeois, avec des systèmes qui sont extrêmement beaux, y compris dans leur réalisation, mais dans leur distribution. Avec par moments des raccords qui sont douteux, mais je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Hein. C'est-à-dire que là, effectivement, il a fallu revenir sur la passerelle, mais on voit le travail d'adaptation. C'est sculptural et extrêmement intéressant. Et quand je parlais tout à l'heure, évidemment, du caractère sanitaire, dans l'immeuble Canut, les commodités, c'est sur les paliers. Donc, vous imaginez la salubrité intérieure. On trouve des choses assez curieuses, comme ces petits éléments, qui étaient aussi certainement des offices, qui étaient plaqués un peu comme un placard en partie extérieure, qui a donné aussi des idées plus tard au niveau de l'architecture. Donc je passerai rapidement ce que je vous disais tout à l'heure, les deux socles en pierre, une maçonnerie qui n'est pas terrible, qui n'est pas celle qu'on a vue sur la maison précédente de M. Martin. On comprend d'ailleurs qu'on ait eu besoin de les enduire. Il y avait une chose qui était intéressante sur ces rez-de-chaussée, c'était l'utilisation du fer blanc qui était posé sur des volets qu'on pouvait rabattre à plat pour augmenter la lumière dans les cours dans les fins de journée, les fins d'après-midi. Un autre élément qui est arrivé sur des systèmes non terminés, on le voit sur ces deux dessins-là, c'est qu'à un moment donné, ça a pu donner des idées, c'est-à-dire aussi de populariser, en tous les cas de démocratiser le balcon. Parce qu'en fait, ça, c'est pas un balcon, c'est un escalier qui tourne derrière ce mur des chiffres, mais il n'empêche que même aujourd'hui, on le pratique, évidemment, comme un passage, mais comme un balcon. C'est un espace qui est pris à ce niveau-là. Un dernier point sur les escaliers, c'est ce travail de la pierre, la taille de la pierre. Évidemment, les ferronneries qui sont remarquables, mais un truc qui est quand même assez beau, c'est que le gars qui monte les pierres, d'un seul coup, vous voyez, il change. Je ne suis pas persuadé qu'il a changé parce qu'il n'en avait plus. Je ne suis pas persuadé. Moi, je préfère penser qu'il a changé parce que c'est plus joli. Il y a cet effet, vous voyez. Moi, je le pense. Et c'est des choses qui viennent évidemment de carrières différentes. Les carrières du Rhône et les carrières des Monts. Même lit. Mais c'est assez beau dans le traitement. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est les poteaux qui tiennent ces escaliers. Je me suis rendu compte en les mesurant qu'on est passé de pratiquement 24 cm petit à petit à 18. Ce qui est 18, on peut imaginer l'épaisseur d'un voile en béton, par exemple. Et donc, je ne voudrais pas faire un raccourci abrupt, mais j'ai toujours pensé à la façon dont les idées se passent d'une génération à l'autre ou d'une technique à l'autre. Il y a des choses qui se passent à ce niveau-là qui sont intéressantes. Évidemment, l'immeuble Canut, on ne peut pas ne pas en parler, c'est la fenêtre. Donc, je passe assez rapidement, puisque j'en ai parlé principalement avant, qui est caractérisé évidemment par son lambrequin, c'est-à-dire aussi l'invention des éléments, des jalousies qui permettent de tamiser la lumière. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que il y a très longtemps, j'ai voulu réintroduire dans le logement des stores à lame orientable. Il y avait pratiquement que les Allemands et les Suisses qui les fabriquaient. Je peux vous dire que je m'en suis vu terriblement parce que c'était plus dans la façon de penser les occultations dans l'immeuble lyonnais et c'était extrêmement coûteux et en tous les cas, les promoteurs n'y tenaient pas spécialement. La modernité de ces immeubles, on la trouve quand les lignes construites, j'aime bien l'opposition de ces deux façades où on voit ici un forger qui vient terminer l'immeuble. Et ici, on a l'impression que la façade va s'effacer dans l'azur. Regardez des productions récentes d'immeubles où les architectes vont s'échiner
à terminer avec une ligne. C'est-à-dire qu'il y a une prouesse derrière technique pour évidemment récupérer les eaux et ne pas impacter la forme, la simplicité, la limpidité de la forme avec des éléments techniques. Et puis ce que je trouve aussi d'extrêmement intéressant quand il y a des surélévations, je suppose comme celui-ci, c'est les différences de niveau qui à l'époque ne gênaient personne. C'est-à-dire qu'on ne lui demandait pas de se raccorder avec celui du dessous. On a eu de la chance parce que ça aurait donné des choses un peu curieuses sur la Croix-Rousse, puisque vous avez pu remarquer que l'effet de pente est complètement bouffé par le système constructif. C'est-à-dire que c'est très difficile de voir les immeubles en escalier. C'est-à-dire que cette façon d'absorber la pente est extrêmement passionnante. Et puis je reviens sur celui-ci parce que moi il me fait penser à quelque chose de très moderne, qui est la barre. C'est-à-dire que j'irai pas jusqu'à aller appeler notre grand maître Le Corbusier, mais posé comme ça, c'est l'immeuble îlot. C'est-à-dire que l'immeuble il fait tout l'îlot. Et en fait, c'est aussi un immeuble solitaire, c'est-à-dire qu'il va travailler complètement différemment avec le reste de la ville. C'est-à-dire que la responsabilité là, de l'immeuble et de l'architecte est entière, puisqu'ils ne sont pas 2, 3 ou 4 pour faire l'îlot, il est tout seul, et donc une question importante. Et évidemment, dans les constructions modernes, avec les contraintes qu'on peut donner aux architectes dans le respect du patrimoine, peuvent donner des choses intéressantes comme des choses extrêmement surprenantes. On voit quand même la difficulté de faire accrocher des hauteurs sous plafond contemporaines avec les hauteurs des ateliers. Ça ne marche pas. C'est comme dans le Beaujolais, quand on a dit aux gens, pour qu'on ne vous voit pas dans le paysage, il faut faire des enduits jaunes et des tuiles rouges. Sauf que quand vous comparez une ferme de vigneron avec son cuvier avec une maison de maçon, une petite différence d'échelle, quoi. Et donc ce problème de rapport à un bâti existant, cette notion de patrimoine, je pense que par moment, il faudrait la tempérer un peu par des considérations d'ordre de la quantité, donc de l'espace. Des éléments aussi qui sont très intéressants à la Croix-Rousse, qui sont intervenus très tôt sur les pentes, c'est l'apparition du végétal. C'est-à-dire que, par exemple, sont apparues des petites choses faites par les habitants, c'est-à-dire de bêcher un endroit où personne passe. C'est-à-dire que vous avez l'enrobé qui va au pied de l'immeuble, et à part les chiens qui pissent à cet endroit-là, il ne se passe rien. Et donc de commencer à planter au pied des immeubles et de trouver effectivement des petits lieux pour planter, bien avant qu'on commence à repenser, à planter la ville, à dire il y a des lieux où on peut remettre de la végétation, le rôle de la végétation dans le système urbain, et puis évidemment quand vous avez des grands sujets qui se sont envolés, qui dépassent de l'espace pour venir s'implanter. Et puis évidemment la diversité, c'est-à-dire de se rendre compte aussi que ce quartier a pu absorber des choses qui sont peut-être de l'ordre de l'accident, peut-être de la volonté de ne pas vendre, et puis à un moment donné, l'histoire passe. Soit ce n'est plus possible de densifier pour des raisons X, soit d'un seul coup j'ai pu faire quelque chose sans rien dire à personne, et aujourd'hui personne viendrait critiquer, on a tous envie d'habiter là, bien entendu, au niveau de la qualité. Et donc le fait que les pentes de la Croix-Rousse ont gardé cette idée-là, c'est-à-dire, encore une fois une citation de Saint-Lignon, c'est-à-dire que habiter, c'est habiter ensemble dans la différence. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie et je vous prie de m'excuser pour les quelques erreurs que j'ai commises. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions, s'il y en a.